fuck nous savent nos taux. Là c'est ish, batata zombie. Batata zombie à Congo. Batata zombie à Congo. Batata zombie à Congo. Zombie à Congo tout l'endou. Batata zombie à Congo. Batata zombie à Congo. Batata zombie à Congo. Général. Bienvenue à Tamery, librairie Kamit panafricaine. Très content d'échanger avec Amari, cette organisation qui se propose de nous donner l'opportunité de mieux se faire connaître. Je suis Narmer Zéo, un des animateurs, disons, de Tamery, librairie Kamit panafricaine. Et c'est donc avec joie et bonheur que je vais me prêter à votre interview carte d'identité. Merci beaucoup, papa. Mboté. Mboté. Doyen, d'où te vient ce prénom? Disons, le nom Narmer ou le prénom Narmer ou le surnom Narmer remonte au début de nos activités, au début des années 90. C'est vrai que notre prénom sur la pièce d'identité nous renvoyait à un univers qui n'est pas le nôtre. Une fois que nous avons redécouvert ou découvert que l'on nous tenait aussi par nos noms ou surtout par nos prénoms, nous avons considéré que pour mener à bien, pour bien porter le combat que nous voulions porter, il nous semblait indispensable de recourir à un nom qui me connecte directement à nos ancêtres. J'ai donc choisi le nom Narmer dans sa forme grecque ou dans sa forme française. Dans sa forme grecque, c'est Ménès. Dans sa forme africaine, aujourd'hui, nous avons découvert que le nom Narmer est attesté en Afrique. Au Mali, on entend Naremare. Au Cameroun, dans l'Empire Congo, on entend Nyamoro. En tout cas, c'est un prénom qui est attesté aujourd'hui dans nos langues. C'est le nom porté par celui qui est présenté dans l'histoire de l'humanité comme le premier pharaon, le premier chef d'État, la première personne à avoir été à la tête d'une entité organisationnelle destinée à réguler la vie des peuples sur un territoire donné, ce qu'on appelle un État. Donc Narmer est donc la personne qui a finalisé le travail de Sématawi, le travail d'unification qui a permis la création de l'État pharaonique, lequel État a été, du fait de l'unité qui l'a précédé. Donc cet État a été à l'origine de toutes les grandes réalisations qui émerveillent aujourd'hui le monde. Donc c'est ça la façon dont Narmer entre dans l'histoire. Donc si on dit Nyamoro, Naremare, Méni, Ménès, ne soyez pas surpris, c'est souvent la même appellation. Voilà. Bien sûr, cette appellation a une signification dans nos langues. En consultant les dictionnaires, les hiéroglyphes, on peut trouver ce que ça veut dire. Voilà. Merci bien. Comme vous avez déjà répondu à la deuxième question, je vais passer à la suivante. Avez-vous toujours été connecté à la matrice traditionnelle ou avez-vous renoué avec elle à un moment de votre vie? Oui, dans ma famille, à Douala au Cameroun, ou à Bagam au Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi, tout au moins jusqu'à la fin de mon adolescence, j'ai toujours vécu dans une famille où les traditions africaines sont fortes. Mais la vérité est que cette tradition cohabite aussi dans un certain syncrétisme avec les religions dites importées, le christianisme, l'islam. Donc, mais fondamentalement dans ma famille, devant les choses sérieuses, c'est plutôt à nos traditions que nous faisons recours. Pour se distraire, il nous arrivait d'aller à l'église, mais
c'était beaucoup plus de la distraction, de la récréation, une activité de récréation du week-end qu'une activité dans laquelle on était investi au sens où on l'est dans nos traditions. Hein, devant les situations de maladie, devant les situations de grandes interrogations, de grandes préoccupations, nous faisions toujours appel à nos traditions, nous faisions appel à nos ancêtres, nous organisions des rituels, nous organisions différentes cérémonies, et ces cérémonies n'avaient rien à voir avec ce que nous découvrions lorsque nous nous égarions un peu dans les églises et quelques rares fois dans les mosquées. Donc, je dis oui, pour l'essentiel, j'ai toujours vécu dans nos traditions. Et c'est ma mère d'ailleurs qui insistait pour que j'aille souvent à l'église. Et quand je suis devenu un peu plus fort en tant que gamin, quand je courais plus vite qu'elle, j'ai cessé d'aller à l'église. Je venais à peine d'entrer au collège. Donc depuis ce temps, je n'ai plus renoué avec tout ça. Sauf dans quelques cérémonies où, bon voilà, on rend hommage à l'église pour des personnes décédées. Mais nous n'avons plus rien à voir avec, disons, ces traditions qui ne sont pas les nôtres. Et bien évidemment, tout ce que nous avons découvert après, en interrogeant notre histoire, en la connaissant mieux, nous en a encore éloigné davantage. Ok, d'accord. Quelles sont les personnes qui vous ont influencé dans cette lutte pour sauvegarder la mémoire de l'Afrique et sa diaspora? Bon, disons incontestablement, il faut dire que il faut mentionner le nom de Cheikh Anta Diop. Quand j'arrive en France en 86, je suis accueilli à Paris par des amis qui ont été à Yaoundé en 1986 à la conférence donnée par Cheikh Anta Diop quelques mois avant son décès. Je suis donc accueilli à Paris en 86 par ces amis-là qui insistent sur la nécessité de connaître son histoire, de découvrir Cheikh Anta Diop. C'est ainsi qu'en faisant le tour de Paris, je tombe sur une association qui s'appelle MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop. Je deviens membre de cette association qui, chaque année, au mois de février, organise des hommages à Cheikh Anta Diop. Je deviens son trésorier. Et en tant que trésorier, je dois lui trouver des fonds pour fonctionner. C'est dans le besoin de trouver ces fonds que l'idée nous vient de mobiliser des livres et de les vendre pendant les événements. Les livres que nous obtenions auprès des éditeurs, nous les vendions auprès, disons, des lecteurs, des personnes qui venaient à nos conférences. Mais il faut dire que, avant, au moment où j'arrive en France en 86, je suis déjà, de par mes activités au Cameroun, impliqué dans la distribution d'un journal qui s'appelle Le Messager, un journal engagé. Et je suis son représentant en quelque sorte à Paris. Donc je reçois des journaux, je les distribue tout en étant étudiant. Donc l'habitude d'avoir des publications et de les vendre, je la connais déjà à travers l'expérience de ce journal. Donc lorsque je me retrouve au MINACAD et qu'il faut chercher des fonds, partant du constat que beaucoup parmi nous qui avaient le verbe facile, qui avaient beaucoup de connaissances et d'informations à nous restituer pendant les conférences, avaient tous la particularité d'avoir eu accès à de la documentation. Donc pour nous, mobiliser la documentation et la proposer permettait de donner aux frères et sœurs qui venaient à notre conférence la possibilité de découvrir les documents que les conférenciers utilisaient eux-mêmes pour faire leurs conférences. Donc, ça nous permettait d'atteindre nos objectifs au sens où nous gagnions de l'argent par la vente des journaux et nous donnions aux frères et sœurs, aux sœurs et frères qui nous honoraient de leur présence dans leur événement, l'opportunité de découvrir la documentation
qui, par leur contenu, présentaient des informations et connaissances dont nous avions besoin pour opérer cette restauration de la conscience historique et culturelle à laquelle Cheikh Anta Diop nous a toujours invités. D'accord. Avez-vous eu des partenaires ou sinon, comment avez-vous pu vous débrouiller pour arriver à cette librairie? Disons que ta mairie, nous sommes aujourd'hui en 2023. Ta mairie est une activité qui a commencé en 88. Et si je dois même remonter encore plus loin, je pourrais même dire 86. Nous entrons dans le milieu du livre autour des années 89-88, en prenant donc des livres chez des éditeurs, les éditeurs les plus connus de la place de Paris, qui sont investis dans l'édition des livres africains. Nous prenions donc l'habitude d'aller auprès de ces éditeurs, de leur laisser des chèques de caution, de prendre des livres, de vendre les livres et de venir leur restituer des livres invendus en leur payant les livres vendus et en récupérant notre chèque de caution. Donc, c'est ainsi que nos activités ont commencé. Donc, concrètement, oui, nous avions des partenaires qui étaient ces éditeurs-là qui nous laissaient partir avec des livres sans avoir à les payer, en laissant un chèque de garantie, un chèque de caution. Et après la vente des livres, nous leur restituons les invendus. Voilà comment progressivement nous avons regroupé les livres et jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. C'est une accumulation qui dure depuis 35 ans. 88-2023, ça fait 35 ans. Voilà pourquoi quand les gens viennent à ta mairie et trouvent qu'il y a beaucoup de livres, oui, il a fallu que pendant 35 ans, nous les accumulions. Et bien sûr, ces années-ci, les processus s'accélèrent. Beaucoup de frères et sœurs écrivent. Beaucoup d'éditeurs apparaissent sur le marché. Nous sommes en connexion avec le continent, avec la diaspora, etc. Nous faisons venir de tous ces endroits beaucoup de livres. Et du coup, nous nous retrouvons avec beaucoup de livres à proposer aux nôtres pour leur pertinence historique, pour leur solidité intellectuelle, pour leur capacité, aptitude à nous éveiller. Et nous les choisissons ainsi en partant du constat que les études que nous faisons sur le continent ou dans la diaspora ne nous donnent pas souvent l'occasion de rencontrer ces contenus dans notre cursus scolaire, universitaire. Donc du coup, à ta mairie, nous sommes dans l'idée qu'il faut mobiliser les contenus qui sont souvent absents des programmes scolaires pour les proposer aux nôtres, étant entendu que la liberté de choix que nous avons de préférer un contenu à un autre nous permet de régler, de matcher, de coller à ce qui nous paraît pertinent pour nous au regard de ce qui doit être les défis à relever pour notre communauté, pour notre peuple. Merci bien. Nous voulons montrer que justement ta mairie est fournie de livres. Donc je veux montrer aux téléspectateurs votre facilité à diriger les jeunes. Si vous avez un livre à recommander, lequel vous recommanderez? J'ai fait le choix de recommander l'ouvrage de Bouin-Babon. J'ai fait le choix de recommander l'ouvrage de Bouin-Babon. Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, voilà, ça c'est le premier titre de cet ouvrage. Le deuxième titre c'est l'Afrique, actrice ou victime de la traite des Noirs, point d'interrogation. Avec donc un sous-titre qui est le dernier titre de l'ouvrage, démontage des mensonges et de la falsification de l'histoire de l'hydre des razzias négrières transatlantiques. C'est ce livre que je choisis parce que il est pour nous le livre le plus complet pour expliquer l'esclavage opéré en Afrique contre les Africains par les Européens.
ce livre explique l'histoire des déportations. Donc c'est l'un des livres qui nous éclaire le mieux sur la façon dont les Africains sont partout dans le monde, et notamment les Africains sont sur le continent, mais ils sont aussi dans les Caraïbes, ils sont aussi en Amérique. Cet ouvrage explique l'Afrique d'aujourd'hui presque à 90%. La déstructuration, le fait d'avoir transformé l'Afrique en une vaste espace de chasse à l'espèce humaine, a contribué à désorganiser, à désarticuler et à déstructurer, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, le continent, notre patrie, l'Afrique. Donc la situation que nous vivons aujourd'hui est le résultat direct de cette perturbation profonde que l'Afrique a connue à travers vraiment des razzias négrières au fait en Afrique par les Européens à coups de canon. Nous ne pouvons pas comprendre le désordre, les désordres à tous les niveaux, les désordres psychologiques, les désordres même psychiatriques, les désordres politiques, économiques et autres, si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé pendant les razzias. Pendant les razzias, les Européens ont pourchassé sur le continent africain les Africains qui ont passé leur temps à vouloir échapper à la mort, à vouloir échapper au fait d'être capturés. Et les Africains ont cessé de construire, de bâtir. Ils ont passé leur temps à aller dans la forêt, à vouloir vraiment ne pas se retrouver dans les cales de bateaux. Donc c'est pour nous l'un des livres les plus informés, les plus complets, qui nous éclaire sur ce qui s'est passé et qui explique pourquoi le désordre qui a commencé ces années-là a perdu jusqu'à aujourd'hui. L'Afrique ne s'est jamais relevée de ce génocide, de ce MAFA. Voilà pourquoi je tiens à mettre ce livre en avant pour qu'il nous permette de comprendre comment, après avoir reconstruit dans une certaine mesure notre civilisation, notre continent, après la chute de l'Égypte, nous avons été de nouveau vraiment réduits à néant par les Européens avec les razzias négrières qu'ils ont pratiquées à grande échelle avec des ponctions de plusieurs centaines de millions d'habitants sur le continent. Voilà pourquoi il est pour nous essentiel de le découvrir pour comprendre cette affaire d'esclavage où, après avoir commis des crimes contre l'Afrique, on est venu dire aux Africains qu'ils ont vendu leurs frères. C'est-à-dire que le criminel vient criminaliser la victime en disant que c'est la victime elle-même qui a commis le crime dont on l'accuse. Donc pour nous, c'est un livre qui est essentiel pour comprendre la situation actuelle de notre continent. Merci. Nous te remercions, doyen Armer. Merci de vous être présenté. Et nous vous disons douaré, douanetcher, doua à vous, doyen. Et on vous souhaite le Jéréna Forêt, le bonsoir. Merci beaucoup, disons, de nous avoir donné l'opportunité d'échanger. Ça n'a pas été facile de mettre en place ce rendez-vous. Je vous remercie pour votre patience. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous soutenons ce que vous faites. Et vous pouvez compter sur nous dans ce cheminement. Et nous savons pouvoir également compter sur vous dans ce cheminement où nous devons la main dans la main reconstruire cette Afrique que les gens essayent, où les gens essayent de nous enterrer pour récupérer toutes nos ressources, ce que nous n'avons pas. D'où te vient ce surnom? Alors ce surnom est en fait une composition de deux choses. Le surnom Féfé, qui est la façon